Si vous êtes victime d'harcèlement, il est crucial de ne pas vous isoler, il faut en parler. Le harcèlement peut être partout, à la maison, au travail, à l'école, partout. Concernant le harcèlement scolaire, chaque année, c'est 6 à 10%, soit 800 000 à 1 million d'élèves qui en seraient victimes. Alors plusieurs d'entre eux ne supporteront pas cet acte malveillant et mettront fin à leur jour. Ça peut toucher n'importe qui d'entre vous si ce n'est pas déjà le cas. J'aimerais aujourd'hui vous faire part d'un témoignage qui m'a bouleversé. Et je suis sûr que vous aussi, où que vous soyez, allez être touché par les mots qui vont suivre. L'objectif n'est pas d'incriminer qui que ce soit, non. Il est simple. Prévenir car ça peut arriver chez vous. Et j'espère que ce témoignage sera diffusé au maximum pour alerter des dangers du harcèlement. Ingrid, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation Merci. et surtout de nous avoir choisi, nous, comme médias, pour votre témoignage. Vous êtes la maman de Talia. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous et votre famille. Alors oui, nous sommes montés sur la région, sur Paris. Nous sommes venus de Toulouse. Nous avons fait un hommage pour Talia, puisque elle aurait dû, pour moi, elle a eu 22 ans. Aujourd'hui ? Le 8 janvier. Et donc, je me suis dit, en même temps qu'on fait son hommage, je me suis dit, le lancer de ballon, on le dédiera, excusez-moi, je suis émue. Il n'y a pas de souci. On le dédiera au harcèlement. Voilà, contre le harcèlement. Alors, on parle de Talia au passé. Talia n'est plus là. Talia n'est plus là. Qu'est-il arrivé à Talia ? Talia s'est suicidée le 26 mars 2025. Son papa l'a retrouvée accrochée à son porte-manteau. Donc, elle avait 21 ans. Dans sa chambre ? Dans sa chambre. Toute la journée, elle était agitée. Elle montait, elle descendait. Et son papa lui a dit « Mais qu'est-ce que t'as ? Est-ce que tu veux que je t'emmène voir maman ? On descend sur Toulouse. » Et elle lui a dit non, que ça allait, qu'elle était en train de faire du ménage, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Donc il a entendu beaucoup de bruit. Puis ensuite, les heures, les minutes, je ne sais pas parce que je n'étais pas là, ont passé. Et puis à un moment donné, il est monté dans la chambre et il n'a pas réussi à ouvrir la porte. Et en fait, Talia était derrière la porte. Donc il a compris. Il a essayé de la décrocher. Dans ces moments-là, on est en panique. Tout ce qui nous semble facile à faire devient difficile. Il a essayé de la réanimer. Et c'était trop tard. Il a appelé la gendarmerie, les pompiers. Les pompiers ont essayé de la réanimer. Pour eux, ça faisait pas longtemps qu'elle était partie, mais il n'y a pas eu d'acharnement de réanimation parce que on n'avait pas tous les tenants les aboutissants. Donc, il y avait un grand risque pour que Talia soit... comment dire ? Parce que je veux pas froisser. Subir... C'est ça, qu'elle ait eu des lésions irréversibles. Donc... Et vous, en tant que maman, vous la prenez comment ? Alors, comment je la prends ? Il m'a appelé plusieurs fois. La première fois, en fait, je cuisinais et je regardais une émission. TPMP, c'était la dernière émission de Cyril Hanouna. Donc, je regarde toujours Cyril Hanouna parce que ça me détend. Et puis, j'étais en train d'éplucher mes carottes. Je voulais faire des carottes râpées. D'accord. J'ai vu qu'il avait essayé de m'appeler plusieurs fois. Donc là, je me suis dit, d'un seul coup, je me suis dit, c'est bizarre. Il n'insiste pas d'habitude comme ça. Et puis, il m'a rappelé, j'ai décroché et il m'a dit, j'ai rien pu faire. J'ai hurlé. Vous avez compris tout de suite ? Ah, tout de suite. Qui parlait de Talia ? Tout de suite, j'ai compris. Talia, on n'était pas à son premier coup d'essai. Et ouais, je me suis écroulée au sol. Mon conjoint est venu pour voir ce qui se passait.
Mon fils qui venait d'arriver sur la région toulousaine, parce qu'il habitait sur Paris, aussi en région parisienne, a compris avec mes hurlements. Ma petite dernière de 13 ans à l'époque, aussi elle m'a entendu hurler, ils ont compris. Et seule chose que je me souviens, c'est que j'ai dit pourquoi. J'ai pu répondre à personne au téléphone, j'ai laissé le téléphone à terre. Mon conjoint a repris le flambeau. Et j'ai mis des coups de pied, des coups de poing dans mon frigo, dans toute la cuisine, en fait. Puis je me roulais par terre, je me relevais, j'étais plus moi, en fait. Une douleur indescriptible. Comme si on m'avait arraché le cœur, en fait. Donc, il est arrivé, ce qu'on avait peur. On a vécu pendant plusieurs années avec une épée de Damoclès. Voilà. D'autant que 4 ans avant, le fils de ma meilleure amie s'est suicidé aussi, il avait 17 ans. Ça a beaucoup, beaucoup heurté Talia. Moi, ça nous a anéantis parce que c'est ma meilleure amie, on est parrain, marraine, on a fait nos études ensemble, on est proches. Et on a toujours eu un parcours similaire, un parcours de vie similaire. Et il nous arrivait souvent les mêmes choses, à quelques mois d'intervalle. Et là, j'ai fait une fixette sur ça. Avant de venir sur les raisons de l'acte qu'a fait Talia, j'aimerais vous poser une question. Comment elle était enfant? On a des photos qui vont s'afficher quand elle était petite. Elle était comment, Talia? Alors, Talia, ça a toujours été une petite fille et une jeune fille introvertie. Et comment dire, elle était maladroite, mais rigolote aussi. Elle avait toujours la jambe dans le plat, le pied dans le plat, quoi. Je l'appelais Miss Catastrophe. Son surnom, c'était Petit Mollusque. Petit Mollusque, pourquoi? Parce qu'elle sautait toujours partout et parlait tout le temps. On la surnommait Voix de Crécelle aussi, parce qu'elle avait une voix particulière, toute petite. C'était comme ça. Et donc, ouais, on l'a surnommée Petit Mollusque, parce que à la naissance, c'était un petit gabarit. Je me rappelle même plus de son poids, là, tellement que je suis émue. Mais elle faisait 46 cm. Et elle était dans les 3 kilos. Même pas 3 kilos, quoi. C'était 2 kilos, 640, quelque chose comme ça. Donc, elle grandit comment? Elle grandit comme tout enfant normal? Oui, comme tout enfant normal. Il y a juste arrivé en primaire, CM1, CM2, je me posais des questions. Le fait qu'elle soit tout le temps maladroite, qu'elle ait tout le temps le pied dans le plat. Il y avait toujours quelque chose, quoi. Puis elle papillonnait, quoi. C'était... Vous êtes dit quoi? Il y a quelque chose Il y a quelque chose, mais je m'en suis pas plus inquiétée que ça. Alors maintenant, je m'en veux parce que... Il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose de spécial? Je trouvais que, ouais, il y avait un petit truc, mais je savais pas quoi. Je la trouvais différente de son frère et de sa sœur. C'était pas fluide, quoi. Je sais pas comment dire. Oui, bien sûr. Je pense que je le sentais au fond de moi. Et où je m'en veux, c'est que je suis auxiliaire de puériculture. Donc j'ai l'habitude... Vous dites vous vous en voulez, c'est-à-dire pourquoi vous vous en voulez? Parce que je me dis que si j'avais détecté plus tôt ce qu'elle avait... Elle avait quoi? Au début, on a fait des tests, on lui a trouvé une dyspraxie. Donc, c'est une mauvaise coordination des mouvements. D'accord. Elle était... Rien de grave? Rien de grave, c'est juste neurologique. Commun, oui. C'est dans la partie, en fait, au niveau du cerveau. Tout ce qui est partie apprentissage, en fait, avait un petit bug. Voilà. Et donc, la dyspraxie, c'est des problèmes de coordination des mouvements. Au niveau de l'espace, une difficulté à se repérer dans le temps. Par exemple, vous voyez, nous, quand on va lire l'heure, on va dire il est 4h moins quart. Elle ne comprend pas, c'est du chinois. Il fait lui dire, par exemple, il est 16h45, par exemple. Ou, voilà. D'accord. Ou, voilà, fallait bien détailler les chiffres. Puis, vous savez, à l'école aussi, au niveau de l'apprentissage,
C'est plus comme avant. Avant, on mettait des notes. Et puis, on disait, ça va pas. Maintenant, on vit dans une société où il faut surtout pas, on va dire, rabaisser l'enfant. Et il faut toujours... Oui, il y a un accompagnement qu'il n'y avait pas autrefois. Exactement. Et du coup, les années passent, et là, vous détectez quelque chose de nouveau. Et au fur et à mesure, en fait, des bilans, donc il y a eu la dyspraxie, et puis au fur et à mesure, pendant 1 an, on a découvert d'autres troubles. Donc ça s'est terminé, dyspraxie, dyscalculie. Alors la dyscalculie, c'est comme la dyslexie, mais c'est avec les chiffres. Pour elle, c'était du chinois. Voilà, comme c'est elle lié disait. à quoi, tout ça? C'est une partie du cerveau, donc Mais la partie... il y a une maladie commune? Alors oui. Ça rejoint quelque chose? En général, quand certains enfants ont beaucoup de troubles dys, qui était le cas de Thalia, il y a souvent derrière un TDAH. D'accord. Avec ou sans hyperactivité. Donc TDAH. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est cette maladie? Alors, le TDAH, c'est une maladie neurologique. Quoi? Je suis pas psychiatre, je suis pas. Donc, je vais le dire avec mes mots. Et en fait, ça donne des troubles de l'humeur, une difficulté de se concentrer, une difficulté à s'insérer aussi dans la société parce que voilà, on peut être soit hyperactif, soit renfermé dans son coin. Et c'est considéré comme un handicap? Oui, c'est un handicap invisible. D'accord. Voilà. Et Thalia souffrait de ça? Souffrait de ça. À quel âge ça a été détecté, ça? Très tard. Quel à âge? 13 ans. 13 ans, Ouais. d'accord. Et dès qu'elle l'a su, ça a été très dur pour elle parce qu'elle était dans la préadolescence. Bien sûr. Et elle se sentait en marge de tout le monde. Bien sûr. Voilà. Donc elle a 13 ans. À 13 ans, c'est l'âge où on va au collège. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique pour ce genre de troubles? Il doit y avoir un accompagnement spécifique. Elle l'a eu? J'ai bataillé. Elle l'a eu? Elle l'a eu, mais ce fut très difficile. J'avais quand même des remontrances de certains professeurs qui me disaient que Thalia ne se concentrait pas. Le TDAH, c'est une difficulté de se concentrer. Bien sûr. Il y a des professeurs qui m'ont dit qu'elle était dans la lune, qu'elle travaillait que les matières qu'elle voulait. Alors, j'incrimine pas les profs. Moi, j'incrimine l'Éducation nationale qui ne fait rien pour ces jeunes qui ont des particularités. Moi, j'appelle ça une particularité. L'autisme, le TDAH, les troubles d'apprentissage et encore plein d'autres. Et en fait... Est-ce que vous pensez que ce trouble qu'on appelle le TDAH a joué sur son acte? Alors, oui et non, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors, c'était une jeune fille très introvertie, comme je vous disais, et elle avait des troubles de l'humeur. Donc, c'était gens qui rient, gens qui pleurent. Donc, elle était déjà fragile. Mais tout ce qu'elle a vécu, on fait qu'elle est passée à l'acte. Pour moi, c'est pas son TDAH, à proprement parler. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui a fait que Thalia est arrivée là, à vouloir se ôter la vie? C'est quelque chose de très très fort. Et j'ai envie de dire, arriver à un stade pareil... Alors, ce qui s'est passé, c'est que elle a été harcelée au collège. Donc le harcèlement commence au collège? Ouais, ça a commencé au collège, en fin de 5e. On lui a maintenu la tête hors de l'eau, tant bien que mal. Elle avait des phobies scolaires, tout le temps malade. Donc je la forçais pas. Quand elle n'était pas bien, elle n'était pas bien. Puis elle se sentait différente des autres, quoi. Elle se trouvait pas belle, quoi. Elle se trouvait tous les défauts. Puis à cet âge-là, les adolescentes... elles n'aiment pas leur corps, elles n'aiment pas... Voilà. Et quand elle subissait cet harcèlement au collège... Rien n'a été fait. Elle vous le disait? Oui. Je suis allée plusieurs fois au commissariat, et un jour, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, mais c'est là que ça a bougé. Vous avez fait quoi? J'ai été boulée au collège sans rendez-vous, et je suis rentrée dans le bureau de la proviseure. Je suis désolé, mais il n'y a pas de honte. Voilà. C'est votre enfant. Et elle a appelé si c'était la la seule manière de défendre son enfant. C'est ça. Au bout d'un moment, quand vous voyez que votre enfant est mal et qu'il ne veut plus aller à l'école, vous dites c'est pas possible. Donc j'ai déboulé et elle a appelé le commissariat. Et donc le commissariat bienveillant. Voilà, la police m'a dit de venir déposer une plainte
chose que j'ai faite. Et ça a continué? Ça a continué. Parce que... Et les enfants qui causaient cet harcèlement, c'est parce qu'elle était différente à cause de son TDAH? Je sais pas. Ça, par contre... Parce que Talia, c'était comme quelqu'un de très introverti, donc elle ne disait pas tout. Pas tout. Et puis, elle savait qu'elle avait une maman très extravertie, on va dire. Moi, je suis très impulsive. Hein, quoi. Je peux supporter beaucoup de choses, mais dès qu'on touche à mes enfants, c'est juste pas possible. Et quand j'ai vu que ça continuait, je pouvais plus, quoi. Les années passent? Donc les années passent, elle arrive au collège. Au lycée? Pardon, au lycée. Donc entre-temps, le fils de ma meilleure amie se suicide. Ça l'a profondément touchée. Et je pense que ça lui a aussi donné des idées, malheureusement. Donc elle a été en seconde, ça se passait bien. Quand vous avez dit qui s'est suicidé, le fils? Le fils de ma meilleure amie. Le fils de votre meilleure amie s'est suicidé, elle était proche de lui? On se voyait souvent. Quoi. Est-ce qu'il y a eu un suivi après? Non, parce qu'elle ne voulait pas aller voir de psychologue. D'accord. Et moi, au bout d'1 an, j'ai fait une dépression suite au décès du fils de ma meilleure amie. Voilà, c'est venu comme ça d'un coup. D'accord. Un choc post-traumatique, mais qui est venu bien plus tard. Bien sûr. Je venais juste d'en guérir et j'apprends que ma fille n'est plus là, donc je suis retombée. Donc du coup, il y a eu le lycée. Donc la seconde s'est très bien passée. La terminale, Talia a fait une tentative de suicide. Pourquoi? On ne le sait pas, justement. Je l'ai appris que l'année dernière. Par qui? Par Talia. Elle vous l'a avoué? Oui. Talia m'a dit qu'elle a été violée à la sortie du lycée. Mon Dieu. Et c'est pour ça que maintenant, en faisant le lien, à cette période, Talia est devenue totalement différente, extravertie. Elle hypersexualisait tout. Elle s'habillait, avant elle était toujours en jogging basket, et d'un coup c'est devenu, je m'habille à la mode, je me fais des tatouages, je me maquille, je mets des filtres, je me mets des faux cheveux, je me mets des faux ongles. Au début je me suis dit, elle devient jeune fille, ça y est, c'est plus un garçon manqué comme avant. Et en fait en parlant avec ma psychologue qui me suivait, elle m'a dit qu'on appelait ça l'hypersexualisation. Et en fait, c'est un peu... C'est comme si qu'elle attirait les hommes pour pouvoir après leur dire non. Voilà, en gros, hein, je le dis... Voilà. Et vous l'a avoué quelque temps avant son suicide? Oui. Alors, Talia a été internée après une énième tentative de suicide, fin octobre 2024. Donc là, elle a demandé à être internée. Là, c'est sa demande. D'accord. Elle y est restée 2 mois et demi. Et là, ça a été le début de la fin. Nous, on avait été voir Talia en novembre 2024. C'est bizarre ce que vous dites, parce qu'elle va se proposer d'intégrer cet hôpital psychiatrique pour se sauver. Et en fait, non, pas du tout. Ça a été le début de la fin. Ça a été un massacre. Pourquoi? Parce que était bourré de médicaments, qu'il n'y a pas eu de... Alors, il n'y a pas de moyens dans les HP, faut le savoir. Mais on lui a donné des médicaments qui sont très dangereux. C'est bête, je n'ai pas ramené l'ordonnance parce que j'aurais pu vous dire tout ce qu'elle avait. Et il y a une très grosse suspicion, même je peux le dire, une erreur médicale. Talia, quand on a découvert qu'elle était TDAH, elle était sous Ritaline. Donc la Ritaline, c'est un médicament, alors c'est une amphétamine qui est strictement surveillée. On ne le donne pas n'importe comment. Il faut aller faire des bilans cardiaques. Il faut vraiment... voilà, c'est comme une drogue, quoi, en fait. Et c'est un médicament qui booste la dopamine. Parce qu'en fait, quand on est TDAH, on a un manque de dopamine. C'est pour ça que l'humeur fluctue. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal, on confond le TDAH avec quelqu'un qui est bipolaire, parce que ça fluctue, bien sûr, en fait. Bien sûr.
Et là, en fait, Et elle a fait les tests, elle n'avait pas. Et là, elle a eu plein de médicaments. Voilà. Plein de médicaments. Dont ils lui ont redonné, en fait, si vous voulez, donc à l'adolescence, elle a eu de la Ritaline. Au bout d'1 mois et demi, sa neuropédiatre lui a fait arrêter parce qu'elle avait beaucoup d'impulsivité à cause du TDAH. Donc vous avez vu un changement, mais un mauvais changement depuis son intégration à l'hôpital psychiatrique. C'est ça. Et ils lui ont redonné ce médicament alors qu'on leur avait dit qu'elle ne l'avait pas supporté. Ils n'ont pas écouté les demandes de la famille. Ils n'ont même pas contacté la neuropédiatre qui la suivait. Elle reste combien de temps dans cet hôpital psychiatrique? 2 mois et demi. 2 mois et demi. Ensuite, elle sort de 2 mois et demi. Elle sort des 2 mois et demi. Qu'est-ce qui se passe? Elle sort avec plein de médicaments. Un suivi catastrophique. Parce qu'il fallait qu'elle attende 1 mois et demi pour aller en CMP, pour être suivie par un psychologue. À savoir qu'on on ne choisit pas son psychologue, on ne choisit pas son psychiatre. Donc elle voulait une femme, elle a eu un homme. Donc voilà, déjà. Et puis quand elle est sortie de l'hôpital, 2 jours après, elle a fait un énorme effet rebond. Et à l'hôpital, ils lui ont dit qu'elle était en surdosage. Et l'hôpital où elle a été, au lieu de lui donner autre chose, ils lui ont rajouté un médicament pour arrêter tous les effets secondaires. Et entre la sortie de l'hôpital psychiatrique et cette terrible nouvelle, il y a combien de temps? Alors attendez, elle est sortie le 16 décembre et elle est partie le 26 mars. Donc 2 mois et demi à peu près, de tête. Et j'ai appris qu'elle avait tout arrêté les médicaments d'un coup parce qu'elle était tellement shootée qu'elle ne pouvait rien faire en fait. Et qu'elle travaillait, du coup c'était compliqué. Est-ce que je peux vous poser une question? Pour vous, qui êtes la maman de la jeune et regrettée Thalia, qui sont les coupables? Pour moi, c'est l'État. C'est nos institutions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens dans la santé mentale, que le TDAH est très, très, très mal pris en charge, que la dépression chez les jeunes, parce que ma fille a fait une dépression suite à son harcèlement qu'elle a eu au collège et au lycée, à savoir que le harcèlement au lycée, ça a été très grave quand elle a été en première année après, quand elle était à l'année du bac. Et le harcèlement, donc c'est incroyable parce que c'est une succession. C'est complètement fou en fait ce qu'elle a vécu quand même. C'est une succession de malveillance et de nos institutions et de. Parce qu'on parlait du harcèlement, mais le harcèlement, elle l'a vécu, comme vous avez dit, aussi au lycée. Et là, ça a été très grave. Très, très grave. Vous voulez en parler? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au lycée? Thalia, le 8 janvier 2022, pour ses 18 ans, elle a voulu faire son anniversaire. Alors, je crois que le 8 janvier tombait un samedi, pour le coup. Et donc, on lui a laissé la maison, parce que nous habitions en région parisienne dans le 77. Et donc, voilà, j'ai dit, t'as 18 ans, tu fais de la fête. On a 18 ans qu'une fois, quoi. Je pensais pas qu'elle aurait que 20 et... qu'elle serait... Oh, pardon. Prenez votre temps. Donc elle fête son anniversaire. Je pensais pas que 2 ans après, elle serait plus là, en fait. Voilà. Donc elle a fait la fête, elle a invité tous les amis et tous ceux de sa classe. Même des gens avec qui elle n'était pas forcément en bon terme, quoi. Proche. Mais Thalia, elle est comme moi, elle était hypersensible, bienveillante. Ses problèmes, elle les faisait toujours passer après. Elle était toujours là pour tout le monde. Moi, c'est ce défaut que j'ai aussi, malheureusement. Parce que c'est une qualité, mais c'est un gros défaut aussi quand on ne sait pas le doser. Et qu'est-ce qui se passe lors de cet anniversaire? Donc, ils font l'anniversaire, il y a le petit copain de Thalia qui est là, ils font la fête, ils boivent, ils mangent, ils dansent. Certains restent à la maison pour dormir parce que c'était prévu comme ça. Son petit copain reste là pour dormir. Donc, Thalia monte avec son petit copain pour dormir. Ils font leurs petites affaires. Et une des personnes, bon ça je vous le dis parce que je l'ai appris après, évidemment. Je ne l'ai pas appris le jour même. Une jeune fille mal intentionnée est montée à l'étage, s'est mise contre la porte de Thalia, de sa chambre, et a fait des audios, des bruitages.
Et elle a tout balancé sur Snapchat, Oh là là. en message éphémère. Oh là là. Et là, elle est au lycée. Et là, elle est au lycée. Et la vidéo, l'audio, tourne pendant plus de 3 semaines, Oh là là. sans que Talia soit au courant. Sa meilleure amie ne lui a rien dit. Dans la classe, ils étaient tous au courant. Et donc, le 2 février 2022, Talia a fait une tentative de suicide plus grave. À cause de cet événement. Voilà, elle a pris du Doliprane, du cyrthérisine, de l'Advil, elle a pris tout ce qui... Voilà, donc ils l'ont hospitalisée. Sachant que c'était en pleine période de Covid, on n'a pas pu y aller. On n'a pas eu... Et là, au moment où elle fait cette tentative de suicide... Je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne sais toujours pas pourquoi. Non, elle ne me dit rien. Moi, la veille, elle m'a juste dit « Maman, j'irai pas à l'école, je crois que j'ai le Covid, je suis pas bien. » Moi, je la crois, Vous l'avez appris quand, ça 10 jours après. 10 jours après. 10 jours après? Ouais. Parce que je la cuisinais, Je lui disais, mais c'est quand même bizarre, ton histoire. Donc, Talia est restée à l'hôpital en observation, parce que son foie a quand même été touché avec la dose de médicaments qu'elle a pris. Et puis, elle n'a pas été internée. Ils l'ont laissée ressortir. Mais au-delà de Talia, qu'ont fait les institutions sur ceux qui ont commis, j'ai envie de dire, ce délit? Parce que c'est grave. Rien. Donc ceux qui ont fait les audios et qui ont diffusé les audios au lycée... À l'heure actuelle, elle vit sa vie. D'accord. En août, je l'ai retrouvée sur Facebook. Vous avez porté plainte? Mais oui. Et quand j'ai appris, du coup, le problème de Talia, donc elle me l'a dit 10 jours après, j'ai dit, Talia, il faut aller porter plainte. Elle ne voulait pas, et puis comme elle était majeure, c'était très compliqué. Elle a fini par me suivre. On a été porter plainte. Mes souvenirs sont bons, c'était début mars. Et 1 an après... Mais la plainte, elle est où, là, aujourd'hui? Elle a été classée sans suite 1 an après. Classée sans suite? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve. Et d'après ce que j'ai compris, le dossier était vide. Alors qu'il y avait des preuves. Sachant que Talia a été convoquée à l'unité médico-judiciaire. Elle a vu une psychologue qui a fait un rapport et qui disait que, après, je ne peux pas tout raconter dans le détail parce que là, on est en train bien sûr. Voilà. Mais en gros, voilà, elle préconisait que Talia devait voir un médecin, l'UMJ, pour avoir des ITT. Elle ne les a jamais eus. Ingrid, quel est votre quotidien maintenant? Je pleure. Je reste dans mon lit. Ma vie, c'est le lit, canapé. Je me suis libérée de 17 kilos parce que mon corps rejette tout, dans tous les sens du terme. Vous avez perdu 17 kilos? Oui. En moins Depuis d'un an? son décès, ouais. Et je survis, donc j'ai des moments de haut, où j'ai envie de tout faire, je me vois réussir à tout faire. Ça va durer quelques jours, et puis d'un seul coup, je retombe dans une détresse. Alors, je pleure beaucoup moins, parce qu'il y a le deuil qui se fait, mais par exemple, tous les mercredis, pour moi, c'est insupportable. Voilà. Il y a des... Et en plus, dans notre malheur, elle est décédée un mercredi. Elle a été enterrée un mercredi. Voilà. Et oui, j'en veux à nos institutions. Et j'irai jusqu'au bout. S'il faut aller... Parce qu'aujourd'hui, vous portez un combat? Oui, j'ai créé un collectif. Le nom est « Il s'appelait ». Alors pourquoi Il s'appelait? C'est en hommage à toutes ces victimes et en hommage à tous les parents comme moi qui sont laissés seuls, tout seuls sur le chemin et qui ont des étoiles en haut, qui sont morts à cause du suicide et du suicide, oui, puisqu'elle s'est suicidée, mais qui sont morts à cause du harcèlement. Donc Talia a été victime de cyberharcèlement et d'harcèlement scolaire. Et que le harcèlement, c'est une arme invisible qui tue et je pense qu'il faudrait faire du nettoyage sur les réseaux. Dans les écoles, il y a le projet phare, mais c'est des petites mesurettes. C'est comme le psychologue. Là, j'ai arrêté parce que financièrement, nous, on est tout le temps à découvert, en fait. Parce que j'ai pris un crédit pour payer mon avocat, mais j'avais les obsèques de ma fille aussi. Donc, entre les obsèques et l'avocat, on a pour 14 000 €.
plus le découvert. Et qu'on essaye de descendre tous les 2 mois. Monter, pardon, sur Paris. Il n'y a aucune aide pour... Non, je n'ai aucune aide, rien. On dépasse tous les plafonds. Il doit y avoir des associations peut-être pour le... Sincèrement, je n'ai pas pensé à... Oui. Je me débrouille pour le juridique et pour... Alors, au niveau juridique, il y a l'aide juridictionnelle. Alors, j'y ai droit parce que je suis en maladie, sachant que j'ai un handicap. Je souffre de fibromyalgie et de douleurs neuropathiques depuis le Covid. Donc, j'ai un dossier MDPH, voilà. Mais le problème, c'est que j'ai voulu quelqu'un de connu pour faire médiatiser l'histoire, l'affaire. Parce qu'en fait, on ne peut plus laisser nos enfants partir sans rien. Et le gouvernement, il va falloir qu'il bouge. Parce que moi, s'il ne bouge pas, je redéboule à l'Assemblée nationale. Mais là, ce n'est pas pour de la bienveillance. J'irai faire une grève de la faim s'il le faut. Voilà. Parce qu'il y en a marre. Il n'y a pas que Talia. Je peux vous énumérer une liste. Il y a l'affaire Mehdi Bassite, il y a l'INSEE, il y a Dina. L'INSEE et Dina sont passés chez Cyril Hanouna dans TPMP. Ça a mis un peu de lumière sur ça, mais ça s'est rééteint comme un soufflet. Gabriel Attal, il nous a pondu des petites mesurettes. Hein, mon dispositif, mon psy et moi, 12 séances. Waouh! Je subis un choc traumatique. J'ai mis 4 ans à me remettre du décès du fils de ma meilleure amie. Et là, c'est à vie, en fait. Ma fille est morte, elle ne reviendra pas. Elle n'est pas partie en cure de thalasso. En parlant de politique, vous avez rencontré aussi Olivier Faure, vous avez rencontré la présidente de l'Assemblée nationale. C'est ça. Vous avez échangé avec ? Oui, j'ai été au culot, en fait. J'ai envoyé un mail. On ne me répondait pas, donc j'ai re-envoyé un mail, là, un petit peu plus virulent. Et Olivier Faure m'a reçu. Et depuis, il est toujours avec nous dans le combat. Tout ce que je lui ai demandé jusqu'à présent, il l'a fait. Je lui ai demandé de voir d'être reçue par Madame Yael Braun-Pivet. Elle nous a reçus. Elle m'a dit d'attendre quelques temps avant de vouloir mener mes actions, grève de la faim, etc. Parce qu'elle m'a dit que ça bougera. Mais si ça bouge pas comme j'aimerais que ça bouge, parce que moi, il ne faut pas juste me dire oui, on va en parler et puis ça s'arrête là. Là, ce qu'il faut, en fait, c'est déjà la santé mentale. Il faut revoir tout. Le TDAH en France, c'est très mal pris en charge. La dépression, c'est très mal pris en charge. En France, on préfère faire travailler le lobbying des médicaments. En Suisse, vous savez comment ils font quand il y a des dépressions ? C'est de la psychothérapie et des médicaments si besoin après. Parce qu'il y a plusieurs formes de dépression. Moi, je suis en dépression, mais ce n'est pas une dépression due à... Comment expliquer ? Moi, c'est un choc post-traumatique, en fait, que j'ai vécu. Donc, voilà, c'est différent. Et vous savez, quand Talia a été internée à l'hôpital où elle a été dans le 91, je ne dirai pas le nom, parce que déjà, il ne mérite pas d'être connu. De 2, il va y avoir une procédure qui est en cours. J'essaye de faire le dossier, mais ça aussi, c'est le parcours du combattant au niveau de récupérer le dossier médical, récupérer le certificat médical de Talia, comme quoi qu'elle s'est bien suicidée, etc. C'est une catastrophe. Vous allez mener une action contre l'hôpital ? Contre l'hôpital et puis contre l'État. Donc on va au pénal et à l'administratif. Vous avez parlé d'une grève de la faim, c'est-à-dire ? Ah ben moi, si ça bouge pas, je sais que j'ai de la réserve encore, que je peux tenir. J'attends les beaux jours parce que je ne vais pas non plus faire grève de la faim sous moins 5 degrés. Je ne suis pas maso non plus. Puis il faut que je sois un minimum en forme pour combattre. C'est incroyable, Ingrid, parce que vous arrivez à ramener un peu d'humour comme ça. Et je trouve ça très courageux de votre part, avec ce que vous vivez. Parce qu'on s'est eu au téléphone. Vous m'avez raconté votre histoire, ça m'a directement bouleversé. Je sais ce que vous vivez quotidiennement, vous m'en avez parlé. C'est pour ça que je trouve ça très courageux de votre part d'essayer de mener ce combat. Parce que vous le faites, oui, pour Talia, mais... Pour tout le monde. Vous le faites pour qu'il n'y ait pas de nouvelles Talia. Je ne veux plus de Talia. Plus de l'INSEE, plus de Mehdi, plus. Je veux dire, en France, vous savez, pour moi, en France, on a une super vitrine.
Vous imaginez la Samaritaine, les Galeries Lafayette. Ah, la France, elle est super, hein. Il y a beaucoup de choses de faites. Mais le SAV, je vais être vulgaire, mais c'est de la... Je peux le dire? Oui, vous pouvez le dire. C'est de la merde, voilà. C'est de la merde. Il y en a marre. Il y en a marre de promettre des choses. Il y en a marre qu'on nous caresse dans le sens du poil. Thalia, c'est pas la première, mais ça sera pas la dernière, malheureusement. Parce que le harcèlement, ce n'est pas une volonté politique. On préfère aller faire la guerre. On préfère nous prendre la tête avec des choses futiles. Vous savez, le suicide, il y en a énormément dans plusieurs professions. Nos agriculteurs, qui peinent à vivre de leur salaire, pendant que ces grands lobbies et compagnie se font une thune de monstres, alors que nous, on laisse crever nos agriculteurs. Hein? Là, il y a les... Comment dire? Les agriculteurs se remettent à combattre, voilà. Mais on ne dit pas qu'il y a un agriculteur qui s'est suicidé. Je comprends ce que vous dites, ça peut toucher tout le monde, le harcèlement scolaire, mais le harcèlement au travail, mais ça peut être aussi... Puis la santé mentale, parce que ça en fait partie, ça va ensemble. Au sein de notre foyer. Je pense, je me permets de le dire, mais je pense que Thalia serait fière de vous, d'avoir une maman comme ça aussi courageuse. Je sais pas, mais je me dis que ce qui ne tue pas rend plus fort. Pensez que le futur sera meilleur? Non. Non. Vous êtes défaitiste? C'est pas que je suis défaitiste. Ma fille est partie, ma fille est morte. Il y a un bout de moi, il y a une moitié de mon cœur qui bat. L'autre cœur, il est parti. L'autre partie du cœur est partie avec Thalia, mais j'ai d'autres enfants et eux n'ont rien demandé. Alors je vais reformuler ma question, je suis désolé. Quand je dis que le futur sera meilleur, je parle au niveau de votre combat des harcèlements. Bah, j'espère qu'il sera meilleur. En tout cas, je vais tout faire pour qu'il le soit. Voilà. Avez-vous été en contact avec le gouvernement? J'ai essayé de prendre contact avec le gouvernement par mail. Donc j'ai contacté Monsieur le Président. D'accord. J'ai contacté la Première Dame. Vous l'avez contacté comment? Par mail. J'ai contacté aussi le Premier ministre. À l'époque, c'était Monsieur Bayrou. Et vous avez une réponse du Président? Alors, le Président, oui. C'est une lettre type que j'aurais pu moi-même imprimer. Hein, et on vous dit quoi dedans? Bah, on me dit que c'est avec un immense regret que ils apprennent le décès de ma fille. Quoi. Alors, lettre type où il y a la séparation des pouvoirs, etc., qu'il faut que je me rapproche. Vous aimeriez être reçu par le gouvernement? Alors, par le président, oui. Par tous les députés aussi. Bah, par tout ce que je peux... avec qui parler, quoi. Le problème, c'est qu'ils s'en foutent. Caméra devant vous, si Emmanuel Macron était devant vous, qu'est-ce que vous lui direz? Ben, très cher président, vous avez devant vous une maman en deuil parce que vous ne faites pas votre travail. Et j'aimerais pouvoir parler de la santé mentale avec vous, du harcèlement. Parce qu'à chaque fois, on vous voit tous dire c'est triste, c'est malheureux, plus jamais. À chaque fois, vous nous dites je ne veux plus d'eux. Mais malheureusement, Thalia a rejoint le clan des harcelés qui se sont suicidés. Et devant vous, vous avez une maman qui est très en colère et qui va tout faire pour que justice se fasse. Parce que dans ce pays, nous avons une justice, mais elle ne fait pas son travail. Et j'aimerais qu'enfin on puisse porter plainte contre ces juges qui ne font pas leur travail. Et il faut donner des moyens à la justice pour qu'elle fasse son travail. Vous n'avez pas perdu une enfant ou un enfant dû au suicide. Récemment, vous avez été interpellé par une maman. Que lui avez-vous dit? Qu'avez-vous fait? Et qu'allez-vous faire? En tout cas, je peux vous promettre que vous retiendrez mon nom de famille et mon prénom. Drouin Ingrid, la maman de Thalia. Et je vous promets que je vais remuer ciel et terre pour que tout ça s'arrête. Parce qu'on peut faire des guerres, on a de l'argent à donner à droite, à gauche. On n'a pas d'argent pour la santé mentale, pour la santé tout court. On n'a pas d'argent pour l'éducation nationale. Donc, à un moment donné, il faut que ça cesse. Et il faudrait peut-être redescendre de votre tour d'argent. Parce que vous voyez,
Vous avez laissé lettre morte, parce que pour moi c'est une lettre morte. Ma fille en est morte. Merci Ingrid. Avez-vous un message à faire passer à ceux qui sont victimes de harcèlement et qui ont peur de parler? Il faut qu'ils parlent. Il faut dénoncer le harcèlement. Quand on est harcelé, on n'est pas coupable d'être harcelé. On est victime, oui, mais il faut que, justement, en tant que victime, il faut le dénoncer. C'est pas une honte d'être harcelé. La honte, c'est le harceleur. Lui, oui. Lui, je trouve pas le mot que je veux dire, donc désolé, je bégaye. Ingrid, est-ce que vous feriez les choses différemment maintenant? Si vous pouviez refaire le passé, est-ce que vous feriez les choses différemment? Ben non, parce que c'est pas moi qui ai le pouvoir de voter les lois, en fait. Alors je parle de votre relation que vous avez eue avec votre fille. Non, parce qu'avec ma fille, on avait une super relation. Donc quand vous avez appris qu'elle se faisait harceler depuis le collège, est-ce que vous, aujourd'hui, en 2026, avec le deuil que vous n'avez pas encore fait, est-ce que vous vous dites, peut-être que dans le passé, j'aurais dû faire différemment ou j'ai fait ce qu'il fallait? J'ai fait ce qu'il fallait. C'est l'État qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc vous leur en voulez? Ah, mais plus que je les hais. Pour moi, la France a tué ma fille. Voilà. La France a tué ma fille. Voilà, que ça soit Monsieur Macron, que ça soit... je suis pas politisée, hein, moi je m'en fous carrément. Droite, gauche, centre, ça m'est égal. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils arrêtent. Parce que vous savez, ils se harcèlent entre eux aussi. Donc comment montrer l'exemple quand, entre groupes, partis, on se harcèle? Et pour que le harcèlement soit combattu, il faut que tout le monde soit ensemble. Sinon, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller voir Madame Yael Braun-Pivet, parce que c'est elle la présidente de l'Assemblée nationale. Et du coup, je lui ai donné ma pétition, qui est aussi en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Et je ne monte pas sur tous les réseaux pour dire « signez cette pétition ». Les gens font ce qu'ils veulent en leur humble et conscience, je crois qu'on dit, excusez-moi. Moi et les expressions, ça fait deux. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre courage. Merci. Merci d'avoir osé, devant cette caméra, porter votre combat qui est aujourd'hui et de lutter contre le harcèlement. Merci à Scroll TV Radio de vous avoir permis de vous exprimer aujourd'hui. Chers téléspectateurs, cette émission est à revoir en replay sur Scroll TV Radio. On a une grande pensée pour Thalia. Petit cœur pour ma Thalia. À très bientôt.